Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, attaque du bus Tata à Yarar. Une vingtenaire du nom de Fatoumata Diallo et une fillette du nom de Oumou Diallo sont les victimes décédées. TFM a retrouvé un des 5 blessés graves brûlés au premier degré. La complosphère s'est rapidement emparée de cette affaire. Pourquoi ? La parole officielle est mise systématiquement en doute. Quel est le rôle des médias traditionnels pour dégoupiller la vérité? Décryptage dans cette édition. Les universités Iba Der Thiam de Thiès et Gaston Berger de Saint-Louis ferment pour des raisons de sécurité. À Sannar, les activités pédagogiques à l'arrêt pour 1 mois, décision prise par le conseil académique suite à une agression la nuit dernière d'un étudiant. On vous explique tout dans cette édition. Et puis le président Macky Sall réceptionne le premier patrouilleur lance-missile sénégalais. Une nouvelle étape dans la montée en puissance de la marine nationale, estime le chef de l'État. Les soldats sénégalais seront déployés au Niger si l'option militaire est confirmée par la CEDEAO. Pour la chef de la diplomatie sénégalaise, ce coup de force au Niger est un coup d'État de trop dans la région. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Elles ont des noms et des visages, les 7 victimes de l'attaque du bus Tata à Yarar. Une vingtenaire nommée Fatoumata Diallo et une fillette de 7 ans du nom de Oumou Diallo sont les victimes décédées dans ce drame. Face à la presse, ce matin, le gouvernement a publié le nom des 5 autres blessés. Voyons tout cela avec Fatima Touré. Face aux journalistes, le gouvernement a d'abord levé toute équivoque concernant l'attaque du bus Tata à Yarar. Répondant aux sceptiques qui remettent en cause la véracité de l'acte odieux qualifié de terrorisme, le porte-parole du gouvernement révèle l'identité des victimes. Donc Boubacar Baldé, 35 ans, Diamagun, sans téléphone. Farmafal, 73 ans, Yarar, le numéro de téléphone est là, je ne peux pas le dire à l'antenne, mais vous aurez le loisir d'avoir toutes ces informations. Modou Gueye, 60 ans, Kermassar, son numéro de téléphone est aussi disponible. Soukari Kamara, 11 ans, Yarar, le téléphone de ses parents, puisqu'il a 11 ans. Khadissar, 41 ans, Koloban. Selon toujours Abdou Karim Fofana, les premiers éléments de l'enquête corroborent la thèse d'un acte terroriste. Il n'y a eu aucun vol puisque quelques mètres après, tous leurs biens ont été jetés à terre. Donc ça laisse aussi des interpellations. Parce que s'il y avait une intention économique, c'est-à-dire faire commettre un vol ou ce genre de choses, on aurait pu parler d'attaque perpétrée pour, comme on le dit, du banditisme ou association de malfaiteurs. Donc on est vraiment en présence d'un attentat puisque ce qui a été fait, c'est une attaque issue de manifestations politiques. Autre point évoqué, la dissolution du parti PASTEF avant même le procès de son leader Ousmane Sonko, placé sous mandat de dépôt depuis le 31 juillet. Le porte-parole du gouvernement parle d'une suite logique au vu des nombreux appels à l'insurrection lancés par le leader de PASTEF. La dissolution d'un parti n'est pas liée à un procès. C'est une autorisation administrative. C'est d'abord un régime de déclaration. Vous déclarez votre association. Vous avez des obligations, n'est-ce pas? Et si vous ne les respectez pas, l'autorité administrative a le droit de vous retirer cette autorisation. Donc c'est ce que vous devez entendre derrière le terme dissolution. Et en l'espèce, vous avez vu depuis 2021 un nombre d'appels à l'insurrection, une promotion de la violence qui n'a jamais existé au Sénégal. Abdou Karim Fofana, Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, et Anat Seck Ndiaye, chargé des Sénégalais de l'extérieur, ont répondu aux questions brûlantes de l'actualité. Une rencontre d'échange au cours de laquelle l'emprisonnement d'Ousmane Sonko est beaucoup revenu. Et TFM a retrouvé un des blessés dans cette attaque qualifiée de terroriste par le parquet de Dakar. Il s'agit de Modou Gueye, habitant de Kermassar, cité par le porte-parole du gouvernement. Brûlé au premier degré, l'homme pend ses plaies à l'hôpital de Pikine, dans la banlieue de Dakar. Habib Faye. Modou Gueye a 68 ans.
il gardera à jamais un mauvais souvenir du drame de Yarach. Cet homme fait partie des 5 victimes du bus Tata 65 brûlé par les cocktails Molotov mardi dernier à Yarach. Avec un cœur meurtri et une inquiétude inouïe, le vieux accompagné de ses enfants est venu à l'hôpital de Pikine pour des soins. C'est au niveau de Yarach Magasin que quelques jeunes se sont introduits dans le bus. Ils ont jeté des cocktails Molotov à l'intérieur du véhicule et le bus a pris feu. Pendant ce temps, les portes étaient fermées. Je ne peux pas dire que j'étais seul avec les 2 personnes qui ont péri, mais une chose est sûre, il ne restait que nous 3 à l'intérieur du véhicule. Quand le feu et la fumée m'ont entouré, là je me suis dit que j'allais mourir. Mais hors de question de mourir calciné, ce qui serait triste et horrible pour ma famille. Alors j'ai pensé aux fenêtres du bus. Je suis passé par les fenêtres pour me sauver. C'était juste un réflexe. J'ai sauté. Quand je suis tombé, j'ai rampé jusqu'aux tables qui étaient à côté pour m'adosser. Le grand boubou que je portais avait pris feu. Les gens qui m'ont aidé l'ont déchiré et m'ont laissé avec un sous-vêtement. Ensuite, j'ai appelé mon fils Khadim au téléphone. Peu de temps après, les sapeurs-pompiers sont venus à notre secours et nous ont amenés à l'hôpital de Pikine. Pour avoir plus d'informations sur le drame, après la sortie de la salle d'urgence, nous nous sommes rendus au bloc administratif. Ici, Dr Ousmane Gueye, le directeur de l'hôpital, apporte des précisions sur le nombre de patients pris en charge par l'établissement sanitaire. Effectivement, nous avons reçu des victimes. Il y avait un patient de 68 ans, il y avait un patient de 45 ans, un patient de 63 ans, un patient de 44 ans et une jeune fille de 11 ans. Donc vraiment moi-même, je suis témoin au niveau des urgences quand même. J'ai vu ces patients. Nous avons reçu par le canal des sapeurs-pompiers 5 Sénégalais victimes de brûlures. Et ces Sénégalais ont confirmé effectivement qu'ils étaient dans un bus qui a été incendié. Pour les autorités sanitaires, les 5 victimes présentaient des blessures légères. Les victimes que j'ai vues, c'était des blessés légers. Il y avait certes des brûlures qui ont été toutes prises en charge, comme je vous l'ai dit tantôt, et relâchées le même jour. Aucun n'a passé la nuit à l'hôpital. Tout le monde est rentré. D'ailleurs, pour corroborer un peu, aux urgences, on a un registre des sapeurs. Chaque fois qu'ils ramassent des blessés, ils remplissent l'identité donc des victimes, la compagnie qui a fait le ramassage et également l'heure de l'accident, le lieu de l'accident. Je ne peux que m'en tenir à ce que ces sapeurs m'ont rapporté. L'incident a causé d'énormes dégâts, mais le vieux Modou Gueye ne compte pas rester en justice les malfaiteurs. L'histoire des cocktails Molotov fait jaser depuis des mois maintenant. Cette victime qui habite Kermassar a failli perdre sa vie dans le bus 65. Aujourd'hui, il en sort avec beaucoup de blessures et souffre aussi de maladies pulmonaires. Et à la lumière de cet événement, on s'intéresse à cette question. Pourquoi la parole officielle est de prime abord battue en brèche? La complosphère s'est rapidement emparée du sujet sur la toile. Comment les médias traditionnels peuvent faire pour jaillir la vérité quand le doute frise la paranoïa? Décryptage, Aminata Mbaresso. Un bus de transport public attaqué au cocktail Molotov, un fait inédit, une première au Sénégal. Les qualificatifs pour condamner l'acte fusent de partout. Le ministre de l'Intérieur, premier officiel sur les lieux, parle d'une attaque terroriste. Une attaque terroriste que certains Sénégalais semblent nier l'existence. Dans un contexte marqué par une défiance dans la parole publique, qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui vient des autorités, tout ce qui vient du gouvernement est remis en cause et mis en doute.
D'autant que récemment, en début juin, on a quand même vu la police faire une conférence de presse au cours de laquelle elle a présenté des images manipulées. Sur les réseaux sociaux, des internautes jettent même le discrédit sur les témoignages du chauffeur. De la manipulation, semble dire certains. Oui, je pense que autant on peut comprendre cette attitude venant du citoyen lambda, autant pour les journalistes c'est tout à fait différent. Les journalistes doivent faire leur travail de journaliste. Dans ce cas, ce genre de situation-là, les journalistes ne peuvent pas juste se contenter sur ce qui est partagé sur les réseaux sociaux et aussi sur la version officielle du gouvernement. Je pense que les journalistes ont la responsabilité d'aller sur le terrain, d'essayer de recueillir des témoignages, constater ce qu'il en est. S'il y a des morts, forcément, on a dû les emmener quelque part dans une morgue, dans un hôpital. Donc, il y a moyen de chercher et de savoir dans quel hôpital, dans quelle morgue ils sont. Merci Aminata, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. L'actualité, c'est aussi les campus pédagogiques et sociaux de l'université Iba Der Thiam de Thiès fermés, décision prise en urgence par le conseil académique. Décision similaire également à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les activités pédagogiques sont suspendues à Sannar pour 1 mois pour des raisons de sécurité. Un étudiant a été agressé la nuit dernière. Explication Ousseynou Diop. Le conseil académique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a décidé d'arrêter toutes les activités pédagogiques dans le temple du savoir. Cette mesure a été prise hier tard dans la nuit après quelques heures de discussion avec les membres de l'assemblée universitaire. Le conseil a pris cette décision surtout pour faire face à l'insécurité qui sévit à l'université de Sannar depuis l'arrestation de Ousmane Sonko et la dissolution du parti PASTEF. Depuis lors, chaque jour, étudiants et forces de l'ordre s'affrontent sur la RN2, perturbant ainsi la bonne circulation des passants et des automobilistes. Selon nos informations, ce qui motive réellement l'arrêt des cours à l'UGB est l'événement survenu hier dans le campus. Des personnes encagoulées et non encore identifiées ont attaqué et blessé un étudiant en sciences économiques, ce qui a poussé les autorités académiques à prendre cette décision pour assurer la sécurité des étudiants. L'université Gaston Berger vit depuis quelques années dans des difficultés avec plusieurs arrêts des cours notés à cause des violences dans le campus social. Cette fois-ci, les étudiants de Sannar auront des vacances forcées de 2 mois car les cours vont reprendre le 2 octobre prochain. Merci Ousseynou. Émigration irrégulière entre le mois d'avril et le mois de juillet. Le Sénégal a rapatrié près de 1000 Sénégalais selon la ministre Annette Seck Ndiaye, ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur. La ministre dément également l'information selon laquelle une pirogue est partie de Fass Boye. La voici ce matin lors de la rencontre gouvernement-presse. Entre avril et juillet, nous avons rapatrié 970 personnes. Et en ce moment, nous avons encore, donc je dis bien 970 personnes, et en ce moment, nous avons encore 190 personnes qui sont encore à Dakhla, parce que après ce rapatriement de 428 personnes, 2 autres pirogues sont arrivées, l'une avec 74 personnes et l'autre avec 114 personnes. Alors, les nationalités, outre, je l'ai dit, les nationalités sénégalaises, il nous a été donné de constater que nous avions des personnes, des migrants de nationalité gambienne pour la plupart, de Guinée, République de Guinée et du Mali. Alors, les zones de départ que nous avons pu relever, c'est Saint-Louis, Rufisque, Mbour, Diourbel, Kayar et Abéné-Kafountine. Pour l'heure, on a entendu parler dans la presse de Fass Boye, mais nous n'avons pas eu d'informations concernant une pirogue venant de Fass Boye. Le bébé mort à l'hôpital Abbas Ndao est décédé par asphyxie dans un sac poubelle avant de se retrouver dans un lave-linge. Selon les premiers éléments de l'enquête, le nourrisson serait emballé par erreur avec les draps sales. Une affaire rocambolesque qui témoigne une fois de plus de notre manque de concentration et de sérieux dans les milieux professionnels. Thioro Mardiaye.
Décès d'un bébé dans des conditions atroces à l'hôpital Abass Ndao de Dakar. Les premiers résultats de l'enquête parlent d'homicide involontaire. Cependant, la négligence dans les établissements publics de santé est décriée par des consommateurs et même par des agents de santé. Et ça repose le problème de la responsabilité des hôpitaux, des établissements publics de santé en général, où il y a énormément de négligence. Beaucoup de fautes qui sont inavouées ou cachées et pour lesquelles, dès qu'on commence à sanctionner, on voit un réflexe de solidarité autour de ces fauteurs. Nous relevons effectivement qu'il y a aussi une négligence parce que nous n'avons pas l'habitude de défendre l'indéfendable. Parce que nous pensons effectivement que si tout était fait dans les meilleures conditions, ce bébé-là qui était dans une salle pour réchauffer parce que manquant de chaleur ne se retrouverait pas dans une machine à laver. Nous ne pouvons pas défendre ce qui, en tout cas, relèverait pour nous autres donc de la négligence. À cela s'ajoute le problème de management des structures publiques de santé. De ce point de vue, cela convoque aussi la question du management de nos hôpitaux, la question des responsabilités à tous les niveaux, donc de la pyramide et à tous les niveaux aussi de l'organigramme d'un établissement public de santé. L'hôpital Abass Ndao, c'est un des hôpitaux où il y a plus de problèmes, de drames de cette nature-là, et où on ne voit pas de sanctions. Et j'ai l'impression que c'est toujours le même directeur qui est là-bas. Quand même, il y a des situations où c'est la démission qui s'impose ou le limogeage. Je pense que ça relève de sa responsabilité personnelle et individuelle et la responsabilité de ceux qui l'ont mis là-bas. Donc je n'ai pas à prononcer une sentence contre ce directeur-là. Mais ce qui est important et ce qui est évident, c'est qu'Abass Ndao a été laissé tout le temps à lui-même. Des sanctions sans complaisance sont exigées. Nous espérons qu'il y aura des sanctions exemplaires dans ce cas-là. Parce que c'est à la limite du volontaire. C'est à la limite de l'homicide volontaire. Nous sommes prêts à nous défendre parce que simplement il y a quelque part une certaine injustice dans le traitement d'un dossier. Mais quand il s'agit de situations donc, qui ne sont pas défendables, nous n'hésiterons pas à faire le profil bas. Dans l'enquête préliminaire, une bataille est déjà gagnée par le père du bébé qui réclamait un test ADN pour s'assurer que ce sont bel et bien les restes de son enfant qui ont été retrouvés dans le lave-linge de l'hôpital Abass Ndao. Merci Thioro. Dans l'actualité politique, modification du code électoral, la commission technique se réunit vendredi avant la plénière samedi. La deuxième session extraordinaire s'est ouverte cet après-midi. Plus de 100 députés étaient à l'hémicycle. Mamadou Fall. Plus de 100 députés sont présents à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session extraordinaire pour l'examen du projet de loi numéro 12-2023 modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral. L'adoption de cette loi permettra à Karim Wade et Khalifa Sall d'être éligibles. Mais évidemment, comme Karim Wade, comme tout le monde, moi je pense que ce n'est même pas seulement Karim Wade qui est dans ces situations frappées par l'article 29 et 30. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se sont pas manifestés. Ils sont beaucoup dans cette situation. Je pense qu'en entérinant aujourd'hui ou samedi cette loi, la loi va permettre à beaucoup de Sénégalais qui sont frappés par l'article 29 de participer aux élections. Ils seront peut-être du parti PUR, ils seront du parti APR, ils seront du parti PASTEF, ils seront du parti je ne sais pas qui encore, hein? Mais ils seront là. Ce n'est pas seulement Karim Wade. C'est quelque chose qui vient à son heure. Ici au Sénégal, tout le monde doit pouvoir participer à des élections. Ce n'est même pas logique ou loyal ou que quelqu'un ne participe pas à une élection parce que tout simplement il a commis une erreur. Parce qu'un délit peut être une erreur. Selon Abdoumbaou, la majorité des députés veulent l'adoption de cette loi tirée des conclusions du dialogue national. La quasi-totalité des députés sont d'accord pour examiner ce projet de loi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est aujourd'hui une minorité qui veut s'agripper sur des choses qui n'existent pas. Mais la majorité aujourd'hui des Sénégalais, c'est quand même à travailler autour du dialogue et le dialogue a apporté ses fruits et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. La session en question démarre demain et pourrait se terminer le samedi avec le vote de la loi par plusieurs députés.
Merci Mamadou. Le ministre des Finances et du Budget a fait face à la société, a rencontré la société civile aujourd'hui, une réunion avec en toile de fond le dialogue budgétaire, occasion que les membres de la société civile ont saisi pour l'interpeller sur les orientations budgétaires et fiscales du gouvernement du Sénégal, mais aussi sur l'ensemble des questions de gouvernance budgétaire. Voici à ce propos Moundiaï Sissé avec Mardiang. Les citoyens doivent profiter du budget au maximum. Donc le budget doit faire l'effet d'une balle de tennis sur le mur. Les citoyens qui, par leurs taxes et impôts, participent à alimenter le budget et en retour que le budget puisse permettre de prendre en charge l'ensemble de leurs préoccupations. Avoir maintenant l'occasion d'interpeller le ministre des Finances sur le budget est une opportunité pour la société civile pour prendre en charge l'ensemble des préoccupations des citoyens et que ce soit cette occasion une plateforme pour amplifier les préoccupations des citoyens. Bientôt, le projet de budget soit déposé à l'Assemblée, c'est-à-dire au mois d'octobre. Nous avons encore 2 mois pour apporter notre contribution, pour apporter notre feedback sur notre ressenti du budget. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette rencontre qui permet à l'État et à la société civile d'échanger sur les orientations budgétaires. Mais mieux, qui permet à la société civile d'interpeller l'État à travers le ministre des Finances sur toutes les questions qui les préoccupent. Il y a le rapport de la Cour des comptes, il y a d'autres scandales, soi-disant, mais c'est l'occasion que la société civile soit édifiée. Utilisation des données scientifiques dans le processus de prise de décision des think tanks appellent les décideurs à institutionnaliser l'utilisation des données probants. Oumar Diallo, directeur exécutif de l'initiative prospective agricole et rurale IPAR, est interrogé par Dissa Prera. La manière dont on doit contribuer à mobiliser les évidences scientifiques pour éclairer les décisions politiques. Et cela est un élément extrêmement important pour nous en tant que think tank, parce que nous considérons que souvent les décisions qui ne sont pas basées sur des évidences peuvent être des décisions à problème. Parce que quand on prend une décision dans la précipitation ou quand la décision n'est pas éclairée, malheureusement, il peut y avoir que ce soit, on peut arriver à avoir justement une décision qui est irréversible. Et finalement, les conséquences sont désastreuses. Et vous savez ce qui s'est passé avec la brèche de Saint-Louis, où une décision politique n'a pas été basée sur des évidences et a entraîné des problèmes, effectivement. Maintenant, l'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une perspective d'institutionnaliser cette approche, en considérant que les décideurs en ont besoin, la société civile en a besoin, mais aussi le secteur privé en a besoin. Donc comment mettre ensemble les différents acteurs pour voir les forces de la manière dont ils sont en train de recourir à des évidences, les limites qu'il y a, qu'on constate, et aussi les possibilités justement de croiser ces regards pour tirer les enseignements qui pourront aider d'abord le réseau des think tanks du Sénégal, mais aussi aider les décideurs politiques à baser leurs décisions sur des évidences. L'autre grand titre de cette édition, premier patrouilleur lance-missile sénégalais réceptionné par le président de la République Macky Sall, une nouvelle étape dans la montée en puissance significative de la marine nationale. Le Wallo, nom donné au patrouilleur, est doté de missiles anti-surface et anti-aériens, d'une artillerie embarquée et de moyens de surveillance et de défense à vue de dernière génération. Voyons tout cela avec Daniel Diouf. Pour le président de la République, l'État, c'est du sérieux et le sérieux commence par assurer sa propre sécurité en étant le gardien vigilant et intraitable de ses lignes de défense. Ce navire répond à ces impératifs. Pour un pays côtier comme le nôtre, dont l'économie dépend fortement de la mer, que la marine nationale soit dotée des meilleures capacités opérationnelles et logistiques pour la protection de nos richesses naturelles, surtout dans la perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, mais également pour la lutte contre la criminalité en mer. Le Wallo, le premier d'une série de 3 patrouilleurs de haute mer,
déjà commandé à côté d'autres vedettes et navires acquis entre 2013 et 2021. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui fait suite à celle organisée dans cette même base en 2013 pour la vedette Ferlo et en 2015 et 2018 respectivement pour les patrouilleurs Kédougou et le Fouladou. À cette flotte s'ajoutent 4 vedettes type Chaldak en 2019 et 2020 et une vedette côtière Taoué en 2021. Je n'oublie pas le Fatick, qui est la vedette présidentielle, qui a été acquise dans ce contexte. Tout un programme élaboré par l'État sénégalais. Il trouve sa pertinence dans les engagements du Sénégal en opérations intérieures et extérieures. Le Wallo est en mesure d'effectuer des missions de sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore, de lutte contre la pollution marine, la piraterie et autres trafics illicites, ainsi que des actions de recherche et de sauvetage en mer. Sa capacité d'endurance lui permet de mener avec efficacité une surveillance en profondeur des approches maritimes et de patrouiller partout dans le golfe de Guinée, de Dakar à Luanda, permettant ainsi de contribuer à l'effort régional de sécurité maritime collective dans le cadre de l'architecture du Code de conduite de Yaoundé. Le chef de l'État a annoncé la validation du projet d'acquisition d'un bâtiment de soutien logistique en vue du remplacement des engins de débarquement et des chars qui sont en fin de potentiel. Merci Daniel. Au Niger, la junte a jusqu'à dimanche pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le Sénégal enverra les djambars si la CEDEAO confirme l'option d'une intervention militaire, ce qui serait une première, oui, parce que ce coup de force est le coup d'État de trop, propos tenus par la chef de la diplomatie sénégalaise ce matin. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye. Le Sénégal, partie intégrante de la CEDEAO, s'apprête à envoyer des soldats au Niger. Le ministre des Affaires étrangères évoque 2 raisons. D'abord, dire pourquoi nos soldats doivent y aller. Ils doivent y aller pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CEDEAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CEDEAO et se soustraire aux décisions que la CEDEAO, au sommet des chefs d'État, prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. Maintenant, j'avais pensé que vous alliez me demander pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali, pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée, pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina et pourquoi on le fait pour Niger. Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Autre prétexte donné, le maintien de l'ordre. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CEDEAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout. En négociant des transitions avec le Mali, en négociant une transition avec la Guinée, en négociant une transition avec le Burkina, pour leur dire, vous avez pris le pouvoir pour de mauvaises raisons. Parce que rappelez-vous, que nous disent ces jeunes pour prendre le pouvoir, nous voulons mettre fin à l'insécurité. Est-ce qu'il y a une seule fois où il a été mis fin à l'insécurité? Ce qu'on a constaté, c'est qu'une fois au pouvoir, les militaires se sont installés dans les postes de civils, y compris des postes de gouverneur de l'administration territoriale, y compris des directeurs généraux d'électricité, des directeurs généraux des services d'eau. C'est ça, lutter contre l'insécurité. Voilà pourquoi la CEDEAO a pensé que maintenant, il faut y mettre fin. De cette manière, le Sénégal dit se plier aux décisions de la CEDEAO pour mettre fin aux coups de force dans les pays d'Afrique.
Une intervention militaire serait considérée comme un casus belli par le Mali et le Burkina Faso. Vous le savez, les dirigeants militaires de ces deux pays du Sahel sont solidaires à la junte nigérienne. Et parallèlement à la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, le général Salifou Modi, considéré comme numéro 2 de la junte nigérienne derrière le général Aboubakar Tchani, a effectué une visite hier matin à Bamako, reçu par Assimi Goïta, le colonel président de la transition au Mali. Dans l'après-midi, le général Modi a été reçu par le capitaine Ibrahima Traoré du Burkina Faso. Des visites de remerciements et de consultations politique, a affirmé le général Modi à la tête de la délégation CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger. Nous ne voulons pas que le Niger devienne une nouvelle Libye, a conclu le général Salifou Modi. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Moussa Ndour intitulé Une pluie sur la termière, un recueil de 54 poèmes. Note de lecture, Ibou Diouf. Son premier recueil de poèmes pour marquer sa présence dans l'univers de la littérature. C'est à travers cette production, Une pluie sur la termitière. Le titre Une pluie sur la termitière renvoie à ce monde des termites en référence au monde des humains pour inviter à une plus grande solidarité, à une plus grande amitié, à un plus grand amour entre les humains. Moussa Ndour a tendance à se lâcher à travers ses vers. Il s'implique parfois dans l'imprévu par une succession d'images qui résument le temps. J'ai également parlé de Touba, qui a une dimension internationale, compte tenu du simple fait que c'est un vecteur en tout cas de paix, de cohésion et de concorde. J'en ai profité également pour louer les forces de défense et de sécurité qui ne cessent d'accomplir des efforts dignes de louange. J'ai parlé de la police, vantons la police nationale, et également par la même occasion j'ai également loué la gendarmerie qui jour et nuit veille en tout cas pour sécuriser les personnes. Ses rapports avec la littérature comme une manière d'être à travers l'immensité polyphone de la poésie. La littérature, je ne me vanterai pas d'être un professionnel de la littérature, mais j'ai enseigné le français comme l'anglais pendant 15 ans avant de devenir chef d'établissement et avant de rejoindre le poste sédentaire où je suis actuellement. J'ai choisi la poésie puisque c'est mon premier ouvrage, n'est-ce pas? Et d'habitude, je postais des poèmes sur ma page Facebook. À un certain moment donné, je me suis dit pourquoi pas les regrouper à partir des conseils de mes amis et de mes collègues, les regrouper sous forme de recueil. Moussa Ndour est un professeur de lettres modernes. Son premier ouvrage est un recueil de 54 poèmes, une sorte de radioscopie de son environnement proche. Dans l'actualité sportive, une première pour le football féminin en Afrique. 3 pays qualifiés pour les 8e de finale dans le mondial. Et puis Sadio Mané qui fait ses débuts avec son nouveau club Al Nassr. Et puis le Nigeria qui va défendre son titre en finale de l'Afro-Basket après sa promenade devant le Rwanda. Le round-up de l'Actu Sport, c'est avec Cher Sadibou Diarra. Le premier finaliste de l'Afro-Basket féminin 2023 est connu. C'est le Nigeria, large vainqueur du Rwanda en demi-finale. Tenante du titre, les Nigérianes ont fait fi du public hostile de Kigali pour laminer les Rwandaises 79 à 48, soit 31 points d'écart. Le Nigeria, sacré lors des 3 dernières éditions, attend de connaître son adversaire en finale de l'Afro-Basket ce samedi. Ce sera soit le Mali, soit le Sénégal qui s'affrontent en ce moment dans l'autre demi-finale. L'équipe nationale U25 de basketball est en finale des Jeux de la francophonie Kinshasa 2023. Les Lions ont battu en demi-finale Madagascar sur le score de 94 à 48. En finale, le Sénégal va affronter le Cameroun qui est sorti vainqueur dans l'autre demi-finale. Passons pour sa première participation, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Seule la Zambie est passée à la trappe
Une première, une performance historique. Pendant ce temps, en football masculin, Sadio Mané a fait ses débuts avec son nouveau club, Al Nassr, 2 jours après l'officialisation de son transfert. L'attaquant de 31 ans a joué toute la seconde mi-temps, se créant quelques occasions. Toutefois, Sadio Mané a fait preuve de maladresse. Pas trop grave, Al Nassr a fini par obtenir un nul, un but partout face aux Zamalek d'Égypte. Grâce à une égalisation de Cristiano Ronaldo, Mané et compagnie vont jouer les quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions. Ils rencontrent le Raja Casablanca ce dimanche. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue avec Soir d'Info, la suite avec l'inclassable Dienaba Seydouba. Dans un instant avec elle, restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.